Bon, oui, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à tous ces Africains qui passent leur journée à nous dire que les pays africains doivent avoir leur propre modèle de gouvernance, qui ne devraient pas adopter la démocratie occidentale. Ça, c'est ce que ces Africains nous disent. Et souvent, ils s'arrogent le titre des panafricains, que moi je considère comme des panafricains des pacotis des dimanches, parce que ce sont des gens qui ont découvert le mot panafricanisme sur le tas. Ils, ne- ils ignorent le contenu du mot panafricanisme. Quand le professeur Moskamto écrivait ce mot panafricanisme, il y a de ça plus de 30 ans, c'était un mot chargé des valeurs et des principes, parce que le professeur Moskamto, déjà à l'époque, attirait l'attention des pays africains parce qu'il fallait que ceux-ci se mettent ensemble pour former une vraie confédération panafricaine, une vraie institution panafricaine avec laquelle ils vont pouvoir parler d'une seule voix, mais surtout être plus efficaces à défendre mieux les intérêts à l'échelle internationale. Ça, c'était la conception du panafricanisme. Aujourd'hui, tellement il est utilisé qu'il est devenu, qu'il est galvaudé et on l'utilise à l'emporte-pièce, surtout des panafricains instrumentalisés qui sont payés par des dictateurs pour vendre ce genre de leurre au peuple africain qui consomme comme du petit lait. Parce que je ne sais pas ce que ces panafricains produisent pour l'Afrique. Ils nous disent que de manière chimérique, ils nous disent que M. Biya, Sassou Nguesso, et Déby, que tous ces gens-là, ce sont des panafricains. Ils passent autant à peindre les dictateurs, notamment ceux d'Afrique centrale, comme des panafricains. Alors que cela n'est basé sur aucun fait. Le panafricanisme est-il théorique? Non, le panafricanisme est pratique. C'est-à-dire que on ne peut pas peindre quelqu'un, on ne peut pas dire que quelqu'un est panafricain s'il n'a pas mis en place une politique panafricaine, s'il n'y a pas des actions concrètes, tangibles sur le terrain, qui puissent, en quelque sorte, nous dire si cette personne est un panafricain ou pas. À l'heure que je vous parle, dois-je vous rappeler que nos passeports, nos cartes d'identité, je dis au Cameroun, sont toujours fabriqués par des entités étrangères. Les ports fluviaux, les chemins de fer sont toujours gérés par la France. D'où viens-tu que M. Biya soit considéré comme un panafricain alors que lui, il a toujours clamé être mieux élu de la France? Alors nous avons ces panafricains aujourd'hui, à chaque fois qu'ils ont un candidat en face, un candidat sérieux, comme le professeur Moscanto, ils vont nous dire, ah, si ce n'est pas un panafricain, vraiment, qui ne rêve même pas être président de la République. Le professeur Moscanto, c'est un panafricain dans l'âme, dans sa chair et dans l'âme. Dois-je vous rappeler que de toute sa carrière professionnelle, il a toujours été aux côtés des pays africains. Il a défendu toujours leurs intérêts à l'échelle internationale, à la Cour internationale de justice, même quand ceux-ci faisaient face à la France. D'ailleurs, ces pays africains, y compris le Cameroun, lui ont décerné des médailles parce qu'il a toujours été là à leur côté, mettant même à risque sa carrière professionnelle parce que c'est un juriste chevronné international qui travaille un peu, qui travaillait partout. De toute sa carrière professionnelle, c'est tout ce qu'il a fait. Voilà des actions concrètes qui parlent pour lui. Ce ne sont pas des incantations. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Comment on veut nous servir. En quoi M. Biya peut-il être considéré comme un panafricain? Si ce n'est pas de la chimie que ces gens-là nous servent, que ces panafricains, je ne sais pas sur quoi ils se basent pour nous dire cela. Je ne sais pas. Et vous allez les voir, ils parlent très bien, ils sont très éloquents en nous disant que, en nous justifiant des choses qui ne sont pas justifiables, en nous disant que ceux-là ont combattu, je ne sais pas que quoi ils ont combattu, parce que M. Bien ne s'est jamais penché sur le franc CFA. Il dit, il ne s'est même jamais adressé. Il veut dire, il n'a jamais adressé une telle question. Jamais. Il ne s'est jamais adressé sur cette question-là. Jamais. D'où vient-il qu'il soit considéré comme un panafricain? Aujourd'hui, ils vont nous dire, si on ne sort pas du franc CFA, on ne peut pas se développer. C'est la raison pour laquelle le Cameroun est derrière. Oui, c'est la raison pour laquelle le Cameroun est derrière. C'est l'une des raisons, entre autres. Je veux dire que c'est l'une des raisons. Pensez-vous que le franc CFA soit une solution miracle?
soit une panacée. Je veux dire que une solution qui passerait, je veux dire que une solution parfaite. Non, c'est pas ça. Le franc CFA n'est pas une solution parfaite, une panacée et que pour tous les problèmes, on va parler de franc CFA. Pourquoi on a détourné de l'argent, on nous parle de franc CFA. On nous parle de la macroéconomie. Quelle macroéconomie? Le franc CFA, bien sûr que le professeur Moscamto a dit à plusieurs reprises qu'il sortira du franc CFA parce que le franc CFA, c'est un carcan pour nous, pour nos économies. Ça nous empêche d'être compétitifs. Oui, parce que pour mettre en place une politique économique compétitive, nous avons besoin d'une monnaie nationale. Le professeur Moscamto l'a dit, on sortira du franc CFA. Mais ne nous faites pas croire que si M. Biya a échoué, si ces présidents africains ont échoué, c'est uniquement grâce au franc CFA. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas pour Ouattara. Nous savons qu'il est arrivé là-bas grâce à la France. Avec le même franc CFA, il se développe, non? Ils ont lancé la construction des ponts. Ils ont terminé. Les chemins de fer, ils les ont terminés. Les grandes infrastructures, des stades, des hôpitaux, tout ça est terminé. Tous ces travaux ont été achevés. Chez nous, au Cameroun, nous sommes aujourd'hui, notre endettement représente plus de 45% du PIB. Même l'argent cette même dette est détournée à plus de 50%. C'est-à-dire que nous nous endettons et on détourne et nous détournons notre propre dette. Donc on prend de l'argent au bailleur de fonds et on le détourne. Vous comprenez que la situation est grave. À l'époque, on disait que la Côte d'Ivoire est en train de se développer parce qu'elle s'endette. Oui, le Cameroun a atteint le même niveau d'endettement jusqu'à dépasser. Mais entre-temps, les infrastructures ne sont pas visibles sur le terrain. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas. Toutes les infrastructures sont réalisées sur des maquettes. Alors, d'où vient-il que le Cameroun soit un exemple? Ces panafricains de Pakoti vont nous dire non, nous avons besoin que l'Afrique ait son propre modèle de gouvernance. Quel modèle de gouvernance? Ils disent qu'il ne faut pas de la démocratie occidentale. Tout simplement parce que ils ont les présidents, je veux dire, des gens qui sont au pouvoir, qui ont construit le pouvoir depuis 40 ans, comme si c'était leur maison, comme si c'était des rois. Mais ce sont des dictateurs inutiles. Parce que à l'époque, chez nous, en Afrique, c'est vrai qu'on n'appelait pas ça démocratie, mais même les chefs étaient entourés des sages. Et qu'il y avait des grandes décisions à prendre, les sages allaient se concerter et par un vote, ils venaient, je vais dire, donner la réponse, venaient donner leur décision au roi. Ça, c'était une forme de démocratie. Parce qu'on nous dit que la Chine s'est développée sans être une démocratie. Oui, peut-être ce n'est pas la démocratie occidentale, mais quand même, il y a rotation au sommet de l'État. C'est-à-dire qu'en 42 ans de pouvoir, le Cameroun a eu un seul président, alors qu'en Chine, il y a eu plus de 5 présidents. Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Un seul homme ne peut pas développer à lui seul son pays. Si courageux soit-il, si nationaliste soit-il, si intelligent, sage soit-il, tout ce que vous voulez, un homme ne peut pas développer son pays à lui tout seul. Parce que l'homme se fatigue, l'homme s'use. À un moment donné, on a besoin d'une nouvelle vision, d'une nouvelle dynamique. C'est-à-dire qu'il faut changer les hommes. La Chine a changé ses présidents au sommet de l'État. Ce n'est pas la démocratie populaire à l'occidental, mais c'est une forme de démocratie parce qu'il y a au moins ce changement au sommet de l'État. Vous ne comprenez pas quoi? Voilà un modèle de démocratie à la chinoise qui a fonctionné. Chez nous, on veut que j'ai démocratie. On nous dit que la démocratie occidentale n'a pas fonctionné, c'est ça qui nous a appauvris. Quelle démocratie? Passons, on dit que chez nous, il y a démocratie en termes de nombre d'élections. On oublie que la démocratie a des grands principes. Avons-nous déjà appliqué la démocratie pour dire qu'elle ne fonctionne pas? Nous n'avons jamais appliqué la démocratie en Afrique. Jamais. Parce que la démocratie sous-entend qu'on laisse les contre-pouvoirs fonctionner et on laisse les syndicats fonctionner. Il y a l'accountability, la responsabilité de ces actes.
la justice est libre, il y a rotation au sommet de l'État, il y a des élections justes et transparentes. Voilà la démocratie. Si vous n'avez jamais appliqué cela, les grands fondements de la démocratie, si vous n'avez jamais rien appliqué, même pas à 60%, même pas à 30%, comment pouvez-vous clamer aujourd'hui que la démocratie ne fonctionne pas en Afrique? Comment? On va nous dire le franc CFA. Si aujourd'hui, le Cameroun, à l'état où il se trouve, adopte sa propre monnaie nationale, notre économie, déjà même, je crois que nous sommes au bord du précipice. Nous sommes en train d'aller dans le gouffre aujourd'hui, mais je veux dire que notre économie va une fois tomber en récession. Pourquoi? Parce que le climat des affaires est corrompu. Parce que si il y a la corruption, beaucoup de phobies vont inonder le pays. Parce qu'il n'y a pas de contrôle, parce qu'il y a beaucoup de corruption qui gangrène tous les strates de la société. Parce qu'à tout moment, comme l'État central est dans la gabégie, ils vont toujours faire appel à la planche à billets. Ils vont fabriquer, inonder le pays des billets, pensant que c'est en faisant cela que l'économie va être forte. Alors qu'on dit une monnaie, c'est un bien vide, c'est l'économie qui lui donne de la valeur. C'est la raison pour laquelle une monnaie nationale, sans une économie forte, sans industrialisation, sans production de richesses, sera une économie nulle et de nul effet. C'est-à-dire qu'une monnaie sans une économie forte ne sert à rien. Je veux dire une monnaie nationale. Nous avons besoin de faire des réformes profondes, que la justice fasse son travail, qu'on laisse les contre-pouvoirs exercer, qu'on crée un climat d'affaires afin que nous puissions attirer des investisseurs nationaux et internationaux. Et c'est sur cette base que nous allons pouvoir nous industrialiser, que nous allons laisser l'entrepreneuriat camerounais prendre de l'ampleur. Il y aura la création des entreprises, création des richesses, création d'emplois. Et vous allez voir que les Camerounais vont sortir de l'informel. Et c'est en ce moment-là qu'on a assaini les caisses de l'État, qu'on a assaini l'espace public, l'environnement des affaires, qu'on pourra penser à avoir sa propre monnaie nationale. C'est aussi simple que ça. Les Camerounais sont toujours là, ils ne veulent rien comprendre. On leur dit que pour sortir du franc CFA, il faut être préparé. Il faut booster son économie. Pour que quand tu sors de cette monnaie-là, pour que quand tu crées ta monnaie, la monnaie que toi-même tu vas gérer, que toi-même tu vas gérer. Quand on dit gérer une monnaie, ça veut dire que savoir le nombre de billets qu'il faut émettre sur le marché, savoir comment faire pour contourner les faux billets, savoir comment il faut éviter que ceux qui fabriquent les biens font des passe-passe pour émettre certains biens sur le marché. C'est-à-dire qu'il faut un changement de paradigme. Il faut des réformes structurelles profondes. Il faut une nouvelle vision. Il faut un nouvel homme au sommet de l'État. Une nouvelle vision au sommet de l'État. Quelqu'un qui va venir mettre tout cela en place, implémenter tout cela. Ça ne se fera pas avec M. Biya. C'est chimérique de penser que nous pouvons avoir, il nous appelle souvent quoi, l'émergence en 2035. Quelle émergence en 2035? Quelle émergence en 2035? Avec un point de croissance? 4% de croissance? Et quand on dit 4% de croissance, mais est-ce que cela se ressent sur le terrain? Les Camerounais n'ont pas accès à des produits de première nécessité, à des routes bitumées, à des hôpitaux et plateaux techniques. Les Camerounais n'ont rien du tout. Nous sommes devenus une risée nationale, africaine, mondiale. Voilà ce que nous sommes devenus. Nous avons que la grande gueule pour parler. Mais en fait, nous ne représentons plus rien du tout. Nous ne comptons plus.
qu'il faut prendre les grandes décisions, même seulement en Afrique, nous ne comptons plus. Parce que nous avons eu des gens sans vision au sommet de l'État. Avec des gens aujourd'hui qui sont prêts à tout pour se faire de l'argent. Ils passent leur journée à vendre du leurre au peuple africain. Vous allez voir des gens sur les réseaux sociaux, ils passent le temps à nous dire Maurice Kamto, c'est un vendu, il veut servir la France sans preuve matérielle. Alors qu'ils ont un président qui a passé tout son temps à faire que ça, à dire qu'il est le premier élève de la France. L'opposant Maurice Kamto qui est de son côté, qui a toujours défendu les pays africains. D'autres vont vous dire que non, s'il ne faut pas sortir du franc CFA, sans rien comprendre du tout. Les accords militaires, on vous dit qu'il y a encore à Douala, il y a des zones à Douala qui sont inviolables, où on garde tout l'armement français, qui sont inviolables. Vous ne comprenez pas quoi? C'est M. Biya qui allait signer les APE, les accords de partenariat économique. C'est-à-dire que des produits européens aujourd'hui, il a signé ça avec les pays européens. C'est-à-dire que les produits européens entrent chez nous en franchise de douane. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de recettes douanières à cause de ça. La Chine a fait exactement le contraire. La Chine a vécu presque en autarcie, en fermant toutes ses frontières. Quand elle était en train de construire tous les pôles industriels, les 4 pôles industriels, qui a finalement relancé son développement et donné l'essor économique qu'on lui connaît aujourd'hui. La Chine a fait exactement le contraire de ce que nous faisons aujourd'hui. Nous souffrons alors que nous ne fabriquons rien. Quand on dit les accords et partenaires économiques, ça veut dire que nos produits entrent en Europe sans qu'on ne paye, c'est-à-dire en franchise de douane, et les produits européens entrent chez nous sans rien payer. Mais pour signer de tels accords, il a fallu d'abord que notre économie soit forte, que nous soyons d'abord un pays industrialisé, que nous soyons en train de produire de la richesse, que nous soyons en train de produire, de faire des transformations industrielles, agroalimentaires, je veux dire des grandes transformations, que nous soyons dans la métallurgie, dans la mécanique, produire des choses qui ont de la valeur ajoutée pour pouvoir penser à cela. Parce que nous envoyons quoi en France? Les bâtons de manioc. Voilà ce que nous envoyons en France. Il n'y a plus rien du tout. Entre-temps, la France nous inonde avec les téléphones, les ordinateurs. C'est-à-dire que nous avons perdu, une grande partie de notre budget a été perdue comme ça. Donc aujourd'hui, si on dit qu'il n'y a pas l'argent pour construire les routes, pour assurer la maintenance de nos routes, parce que nos recettes douanières qui étaient perçues quand la France et tous les pays de l'Union européenne payaient pour faire entrer leurs produits chez nous, puisque aujourd'hui, monsieur, en signant tous ces accords-là, et ces pays européens ne paient plus rien du tout. Nous avons perdu tout cet argent qui dérivait des recettes douanières. Voilà du cynisme, de l'incompétence à l'état pur. Mais vous dites que M. Biya a signé ça pourquoi? Parce qu'il a fait ça pour s'éterniser au pouvoir, pour être légitime aux yeux des pays occidentaux, en sachant bien évidemment qu'il n'a jamais été élu par personne, que les Camerounais ne se reconnaissent pas en ce qu'il fait. Il a forcé la main du peuple. Et tout ce qu'il peut faire aujourd'hui, tous les bavures aujourd'hui au Cameroun sont, je veux dire que passent comme une lettre à la poste parce que ces pays occidentaux font semblant de ne pas voir. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Ça fait mal, mais c'est ça la réalité. Il faut parler comment? Je veux dire que c'est pas de la magie. C'est pas une vue de l'esprit. C'est ça la réalité. Nous avons besoin d'un président qui va venir nous sortir de tous ces accords-là, comme le professeur Moskamto. Il comprend les subtilités de tous ces accords-là. Il va nous sortir des APE, c'est-à-dire les accords et partenaires économiques. Il va nous sortir du franc CFA, c'est-à-dire il va aller se concéder avec ses pairs au niveau africain, d'abord en Afrique centrale,
où nous sommes leaders, et il va apporter la CEMAC au niveau régional, je veux dire qu'au niveau africain, et nous tous, nous allons nous mettre ensemble pour aller défendre, créer une monnaie panafricaine ou bien une monnaie nationale, mais il faut déjà se mettre ensemble pour aller défendre nos intérêts au plus haut, à grande échelle. Voilà la portée des actions de professeur Maurice Kamto. Tous ces accords militaires-là, il va mettre fin à tout ça. Oui, il va sortir de tous ces accords militaires-là. Parce que d'où vient-il que chez nous, nous avons des zones qui ne peuvent pas être contrôlées? C'est-à-dire qu'il y a des zones où se trouvent des militaires français, de l'armement français, et nos militaires ne peuvent pas y avoir accès. Pouvez-vous avoir ce genre de choses en France? Jamais de la vie. Ça n'existe pas. Pouvez-vous vous targuer d'être souverain? Ça n'existe pas. Pour être souverain, pour dire que vous êtes souverain, il faut que vous soyez capable de contrôler tout votre territoire. Ça, c'est la mission première. C'est-à-dire que vous devez contrôler l'intégrité de votre territoire doit être assurée. Le professeur Maurice Kamto ira renégocier tous ces accords-là. Il va instaurer la paix au Cameroun. Arrêter la guerre dans les région du nord et du sud-ouest en allant s'asseoir avec tous les belligérants pour discuter. Il va mettre fin à la guerre de Boko Haram dans le Grand Nord en créant de l'activité économique de ce côté-là. C'est-à-dire encourager l'entrepreneuriat, notamment avec notamment avec la fiscalité. Donc, il va falloir d'assouplissement, on appelle ça quoi? Oui, fiscal. Donc, c'est en ce moment, avec ça, il va encourager tous ceux-là qui voudraient bien investir, que ce soit dans les zones du nord-est et du sud-ouest, quand on aurait mis fin à la guerre, rebâti toutes les maisons, et vous allez voir que cela va encourager l'activité commerciale avec ça, avec cette souplesse dans la fiscalité. Il va faire ça, la même chose dans le Grand Nord, pour que le Grand Nord ait de l'activité économique, pour qu'il y ait des entreprises aussi de ce côté-là. C'est ça. C'est cet abaissement fiscal qui va encourager des entrepreneurs, des hommes d'affaires, des opérateurs économiques à aller là-bas s'investir. Quand on vous dit qu'il va construire des grands barrages, oui, ça c'est toujours la vision panafricaine du professeur Maurice Kamto. Parce que tu ne peux pas te dire que tu es un panafricain quand ton peuple meurt de faim. C'est que j'ai un panafricanisme. Tu vas dire que tu es panafricain quand tu ne parviens pas à donner de l'eau potable à ton peuple, alors qu'il y a des cours d'eau partout, alors qu'on peut faire des mini-barrages, comme dans le programme de professeur Maurice Kamto. Faire des mini-barrages, développer le pays, donner la lumière, mettre la lumière dans tous les ménages au Cameroun. Et avec de la lumière, ils vont créer des petites activités commerciales, construire des routes, des bitumes, un peu partout. Et vous allez voir que quel panafricanisme si ces pays-là ne parviennent pas à construire des chemins de fer qui traversent tous les pays régionaux. Il faut construire des autoroutes, des chemins de fer pour le transport des frais, le transport des personnes, des biens et tout cela. C'est ça qui va faire en sorte que notre volume commercial s'augmente de manière significative. C'est ça le panafricanisme. Ce n'est pas de la magie. Il ne faut pas aller à Harvard pour comprendre, ce que ça veut dire le panafricanisme. Panafricanisme, ça veut dire travailler pour le bien-être de ton peuple. C'est ça un panafricain, c'est ça qu'un panafricain fait. Quand ton peuple souffre, quand ton peuple est écrasé, est traqué, quand ton peuple ne se sent pas libre, quand il se sent en captivité, ça veut dire que tu ne peux pas être un panafricain. Combien de fois devons-nous vous dire cela? C'est ça le panafricanisme. Je suis fatigué vraiment parce que je suis triste en même temps
en sachant qu'il y a des gens qui parviennent à tromper les peuples africains. Ils nous disent que on veut un nouveau modèle, un nouveau modèle économique, on veut un nouveau modèle de gouvernance, tout simplement parce qu'ils veulent que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir s'éternisent, s'éternisent là-bas. Ils veulent qu'ils continuent à garder le pouvoir. Ils refusent qu'il y ait rotation au sommet de l'État. Non, ils refusent. Et ils vont mettre ces panafricains à contribution pour qu'ils passent le temps à vendre du leurre au peuple africain. Alors que les autres sont en train de penser comment faire pour qu'il y ait transfert des technologies. Transfert des technologies, ça veut dire que surtout la diaspora, s'il n'y avait pas que des dictateurs inutiles en Afrique, ils devaient encourager la diaspora à voler de la technologie en Occident, comme on fait des Chinois, pour transférer ça en Afrique. Mais vous voyez, ces dictateurs-là considèrent plutôt la diaspora comme leur ennemi. Alors que tous les autres, le Maroc, le Rwanda s'est appuyé sur sa diaspora pour se développer rapidement. Parce que l'opposition Mons Camp, par exemple, dit qu'il va créer une banque de la diaspora. C'est-à-dire que c'est une banque dans laquelle la diaspora va déposer son argent à un taux d'intérêt plus faible, mais ça va régénérer des intérêts pour la diaspora. Mais entre-temps, cet argent-là va servir au Cameroun de pouvoir se développer sans aller faire des emprunts auprès des bailleurs de fonds comme le FMI à des taux d'intérêt trop élevés. Et ils vont directement prendre de l'argent de leurs compatriotes pour se développer plus rapidement. Voilà nos routes. L'opposition Moscamp dit qu'il faut passer par des partenariats publics-privés. C'est-à-dire qu'il faut des concessionnaires qui vont venir construire des routes au Cameroun, euh, les gérer pendant 30 ans. Entre-temps, les Camerounais vivent bien. Les Camerounais vont rouler sur ces routes-là. Vous allez voir que, comme partout ailleurs, ils vont construire dans toutes les villes. Je veux dire que toutes les métropoles seront reliées par des autoroutes. Et vous allez voir que les Camerounais vont mieux vivre. Et vous allez voir que nous allons être capables d'assurer la maintenance de nos routes parce que là où la route passe, le développement suit. Ça veut dire que quand il y a des péages, ça va assurer la maintenance de la route, ça va rembourser l'argent du concessionnaire, mais il y aura aussi des activités économiques qui vont se créer tout au long de la route. Il y aura des entreprises qui vont se créer tout au long de la route. C'est ça qu'on appelle l'activité commerciale. Et vous allez voir que ça va générer des richesses, créer de la valeur ajoutée, rembourser nos dettes. Après 30 ans, 40 ans, les concessionnaires vont laisser ces routes-là qui vont maintenant appartenir aux Camerounais, tout simplement, à l'État camerounais. Parce qu'une route peut mettre, la durée de la route est connue, hein, ça peut mettre même 60 ans. Si un concessionnaire gère pendant 30 ans après, nous allons la récupérer. Je veux dire, ces routes-là, nous allons les récupérer pour les gérer nous-mêmes. Et entre-temps, nous allons beaucoup apprendre de la construction des routes, de la maintenance des routes. Mais ce n'est pas ce géopolitique qui est mis en place. Le régime de M. Biya pense qu'ils vont pouvoir s'endetter pour financer des routes, pour construire je veux dire, s'endetter pour construire des routes, financer la construction des routes. Alors qu'il veut seulement détourner l'argent public, il veut s'endetter pour passer des marchés de gré à gré entre copains. Et c'est ainsi que ces routes vont être soit mal construites. Vous allez constater que des routes ne durent même pas 5 ans au Cameroun, que ça s'est déjà dégradé. Soit ces routes-là ne doivent jamais être construites, elles vont seulement être construites sur des maquettes, comme c'est le cas de l'autoroute Douala-Yaoundé, une autoroute qui est construite depuis 15 ans et on n'a même pas encore, seulement 60 km ont été terminés. Et 60 km comme ça, là, c'est encore de manière, je vais dire, grégaire. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et entre-temps, le kilomètre de route, c'est plus de 7 milliards, alors que sur d'autres cieux, nous sommes à 2 milliards et demi, 3 milliards. Aujourd'hui, aujourd'hui, ils sont encore
augmenter le budget de construction de cette route, de cette autoroute. C'est-à-dire que nous avons passé 7 milliards de kilomètres à plus de 10 milliards. Parce que tout l'argent a été détourné. Gate, Coffee Gate, qu'est-ce qu'il ne... Chers frères et sœurs, 2025, c'est un tournant historique. Donnons-nous à faire pour nous libérer du jeu colonial et du jeu dictatorial. C'est très grave. Plus je parle, plus ma colère monte, ma pression s'augmente et je risque de mourir d'arrêt cardiaque. Il faut que j'arrête comme ça, chers frères et sœurs. Je vous pouvez partager ma séance cette vidéo. Surtout, abonnez-vous. Ciao.